Bientôt, une nouvelle gare routière dans le district d'Abidjan. En attendant sa construction, l'actuelle gare est toujours plongée dans l'insalubrité totale. La direction générale de la RTI change de tête. Un des adjoints devient le nouveau directeur général. Et puis au Niger, un double attentat a secoué les casernes, faisant une vingtaine de morts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour démarrer cette édition, rendons-nous à la gare routière d'Adjamé. Autrefois, cette gare internationale faisait la fierté des voyageurs. Mais aujourd'hui, le lieu est envahi de déchets ménagers. L'insalubrité est devenue la maîtresse de la gare. Petite balade avec Michel Mambo. Adjamé, en saison pluvieuse, on patauge. À la gare routière, l'exercice est plus pénible encore, car dans les artères principales, la boue règne en maître absolu. Difficile alors pour les piétons de se frayer un chemin et pour les automobilistes, c'est le calvaire. C'est dur quoi. Un jour, ma voiture est pointée dans le trou, dans le bout, hein, il s'est foncé mais là-bas. Il faut payer l'argent pour que tu aies dégagé ça. Avec la boue là, on ne sait pas ce qui est dans la boue. Ça nous donne les maladies, les démangeaisons. Nos pieds là, ça nous gratte. Ça glisse. Bon, tu peux tomber, bon, quelqu'un peut marcher comme ça. Et puis ça jaillit sur toi. Bon, ça envoie les palabres. Les pieds dans la boue à longueur de journée, commerçants et clients n'ont d'autre choix que de prendre des dispositions pratiques pour se protéger de toute maladie présente dans cette mare aux microbes. Et dans ce décor à vous couper l'appétit, les restaurants ne désemplissent pas. Les tas d'immondices qui jonchent le sol et la boue à proximité des ustensiles de cuisine semblent plutôt aiguiser l'appétit de certains. Oui, on a mangé du riz avec sauce feuille. Nous sommes les transporteurs, on ne vient pas d'ici, on vient d'Adjaké. Donc c'est pourquoi voilà, on est obligé de prendre ça. On n'a pas tous les moyens pour aller dans un restaurant pour manger. Donc on est obligé de faire ça comme ça. Voilà, de manger comme ça et puis de se satisfaire soi-même. J'ai tout fait, ça ne va pas. J'ai payé les gens pour mes cailloux, mais toujours ça ne va pas. La campagne de sensibilisation lancée par le ministère de l'Environnement la veille de la fête de Pâques pour une gare routière plus propre n'a donc rien donné. La gare routière d'Adjamé est toujours sale et la pluie ne vient pas pour arranger les choses. En attendant l'amélioration de leur cadre de vie et de travail, les transporteurs et autres travailleurs de la gare prennent tout simplement leur mal en patience. Prendre leur mal en patience en attendant la nouvelle gare internationale. Amadou Bakayoko, nouveau directeur général de la RTI, lui qui était jusque-là directeur général adjoint chargé du développement des chaînes, la diversification et du développement des ressources, succède ainsi à Kassaye Lazare, élu président du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Cette désignation s'est faite ce matin à l'issue de la première réunion du conseil d'administration. Raskando pour les détails. Changement ce jeudi à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Akabrou Pascal, reconduit président du conseil d'administration, et la nomination d'un nouveau directeur général, Amadou Bakayoko, en remplacement d'Akassaye Lazare. La nouvelle donne s'est opérée à l'issue de la première rencontre du nouveau conseil d'administration. Pour les nouveaux dirigeants, il s'agit de mériter la confiance placée en eux. Les perspectives immédiates de libéralisation de l'audiovisuel et le passage imminent de l'analogique au numérique nous impose d'affûter nos armes afin de nous réadapter au nouveau contexte. Les premiers objectifs sont bien entendu d'apporter du neuf à l'antenne, parce que les Ivoiriens nous ont posé un certain nombre de préoccupations sur les contenus qu'ils veulent voir renforcés. Donc nous avons dans les 2 prochains mois beaucoup de nouveaux programmes, que ce soit pour la télé et la radio, qui seront mis à l'antenne. Le second, c'est de poursuivre la restructuration et le développement de l'entreprise. Au cours de la rencontre, le travail abattu par Akassaye Lazare, directeur général sortant, a été salué. Un travail de 21 mois marqué par des réformes, des mesures de restructuration. Dans la dynamique, le représentant de la tutelle, Mori Doumbia, a exhorté le nouveau directeur général de la RTI à cultiver des valeurs de bons dirigeants. Pour réussir votre nouvelle mission, vous devez cultiver l'humilité, la justice, l'équité et être un grand rassembleur. Car sans ces valeurs, l'on peut avoir un background impressionnant et être un piètre dirigeant. Installée aujourd'hui, la nouvelle équipe devra sans doute se préparer aux exigences de la libéralisation qui s'annonce à grands pas précisément dans 18 mois.
Allons à présent au musée, un lieu qui cherche très souvent visiteurs. Eh bien, pour susciter l'engouement, la Journée internationale des musées est née, une 36e célébration pour inviter le public à connaître son patrimoine culturel. L'exemple ici au Musée des civilisations d'Abidjan. Visite guidée avec Juliette Ouya. Pour célébrer la 36e journée internationale des musées, ce jeudi 23 mai, était au programme une conférence sur le thème « Le musée, témoin de la créativité et creuset de la réconciliation nationale » et un concours sur les questions muséales et culturelles. Des activités pour mettre en exergue le rôle des musées dans la conservation et la valorisation du patrimoine culturel. Le musée en Côte d'Ivoire doit être un lieu de rencontre et d'imprégnation où les visiteurs redécouvrent leur mémoire et leur histoire, ainsi que celle des peuples d'Afrique et du monde. Dans cette célébration, il était surtout question de sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face malgré les difficultés. De façon qualitative, il faut que les musées arrivent à répondre aux normes internationales. C'est de faire en sorte que les professionnels puissent faire une formation continue, donc un renforcement des capacités, de donner les moyens qu'il faut pour faire des recherches sur le terrain. Pour cette célébration, les élèves et étudiants ont répondu nombreux à l'appel des organisateurs. Certes, nous sommes à l'école, nous voyons ces choses de les livres, mais nous ne voyons pas souvent sur le terrain. Donc je pense que cette journée est une journée très particulière qui a encouragé et je remercie les créateurs de cette journée. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 16 musées repartis sur l'ensemble du territoire national. On reste dans le ton de la culture en suivant la coopération sino-ivoirienne autour d'une exposition d'œuvres d'art. Le tableau présenté, peinture, sculpture chinoise et ivoirienne. Laetitia Manglé. Jeunes africaines, fils de la prairie, voici l'Afrique. Quelques-unes des œuvres d'art exposées ce soir-là au quartier des affaires, le Plateau. Au total, 40 tableaux peints par la crème artistique chinoise. Tableaux qui mettent en évidence les contrastes de la vie, haine, amour, vie, mort. Un jeune Kenyan avec sa vache. Et l'image l'a tellement impressionné qu'il a essayé de représenter pour venir faire cette exposition-là ici en Côte d'Ivoire. Une exposition d'objets d'art chinois qui se tient au moment où la Chine et la Côte d'Ivoire célèbrent 3 décennies de franche collaboration. Le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Kwaku Bandama, n'est pas resté indifférent à ces chefs-d'œuvre exposés dans les plus grands musées de Chine. Il encourage notamment les relations entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel. Nous sommes tout à fait impressionnés par la qualité et l'originalité des œuvres présentées au cours de cette exposition. Son Excellence l'ambassadeur de Chine a décidé de marquer cette commémoration par de grands événements culturels. Il y a donc quelques mois, nous avons eu la visite d'une troupe de danseurs et de musiciens chinois. Et l'Excellence a dit qu'il ferait également venir des peintres chinois. C'est aujourd'hui chose faite. L'esquisse, le brossage d'encre de Chine, la mise en couleur, des techniques propres aux artistes peintres chinois qui s'en servent bien souvent pour éponger leurs émotions et leur réalité. Après la peinture et la sculpture, place à la danse avec le top départ du Festival international de danse contemporaine d'Abidjan. Africa Urban Arts est le rendez-vous annuel de la promotion de la danse. Alors au menu, scénographie et danse, évidemment. Michel Zigré. 9 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie se sont donnés rendez-vous sur les bords de la lagune Ébrié pour partager ce qu'ils ont de meilleur en matière de danse. Le Festival international de danse contemporaine et de scénographie d'Abidjan vise à relancer l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire, un secteur sinistré du fait de la rareté des financements pour la production de spectacles. Après 10 ans de crise où les artistes n'étaient pas vraiment soutenus, financés, même par l'Europe qui nous soutiennent à chaque fois. Et donc maintenant, il faut qu'on avance aussi bien que les routes qui se construisent, les hôpitaux, les écoles. L'art a besoin aussi d'une audience. Et nous, on a commencé à faire notre devoir sans attendre le gouvernement parce que sur ce projet-là, nous ne sommes pas vraiment accompagnés par l'État ivoirien, mais nous sommes là. Nous ne nous décourageons pas. Et nous espérons qu'il y aura quelque chose.
Cette deuxième édition est consacrée à la formation des femmes pour leur meilleure intégration dans l'industrie culturelle. Les troupes des 9 pays partageront 3 scènes pendant ce festival. Il s'agit du Goethe Institut, de l'ancienne mairie de Cocody et de l'Institut français. On quitte Abidjan pour le Niger qui a été frappé par un double attentat à la voiture piégée ce jeudi. Des attentats revendiqués par les islamistes du Moujao et les cibles tuées essentiellement des militaires. Le groupe djihadiste Moujao revendique les 2 attentats suicides commis ce jeudi dans le nord du Niger. L'attentat contre une caserne à Agadez a fait 19 morts, dont plusieurs soldats nigériens. Tandis que l'attaque contre le site d'Areva à Arlit a fait 1 mort et 14 blessés, tous des employés du groupe nucléaire français. Dans un communiqué, Areva juge odieux cet acte terroriste. Un acte condamné aussi par la France qui annonce qu'elle appuiera tous les efforts du Niger pour faire libérer les élèves officiers nigériens retenus en otage par un kamikaze à Agadez. La délicate visite de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU effectue depuis hier une tournée dans la région. Aujourd'hui, l'étape de la ville de Goma où de violents combats opposent l'armée congolaise et la rébellion du M23. Une matinée à peine. Un hôpital qui prend en charge les femmes violées. Ban Ki-moon a profité d'une trêve pour se rendre à Goma, une ville plongée dans l'inquiétude depuis la reprise des combats lundi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Je suis très préoccupé par la récurrence des violences qui ont repris il y a 3 jours. Et j'ai demandé au président Kabila de reprendre immédiatement les négociations à Kampala. Pour mettre un terme à ces combats, l'ONU veut accélérer le déploiement de la brigade d'intervention qui viendra renforcer la MONUSCO. 3000 soldats dotés d'un mandat offensif. Ils seront chargés de combattre et de désarmer les groupes qui créent l'insécurité dans l'est du Congo-Kinshasa, y compris le M23. Cette brigade qui a commencé à se déployer devrait être opérationnelle au plus tard dans 2 mois. Première attente pour nous, c'est que cette brigade soit déployée à nos frontières à problème avec les pays d'où nous viennent la plupart des problèmes que nous connaissons au Kivu depuis 1998. Deuxième attente et donc deuxième mission de la brigade spéciale d'intervention, c'est procéder au désarmement et à la démobilisation des groupes armés qui seraient réfractaires à un désarmement volontaire. Première étape de la tournée de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs, l'étape quinoise a aussi été marquée par une bonne nouvelle. La Banque mondiale va décaisser $1 milliard pour financer des projets liés à l'énergie, l'agriculture, la santé et l'emploi dans les pays de la région. Prochain rendez-vous Kigali et l'Ouganda où le conflit à l'est de la RD Congo sera certainement encore au cœur des discussions. Un monde de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants. C'est le contenu du rapport d'Amnesty International pour l'année 2013. Selon le rapport, la situation des droits humains est critique pour ces hommes, femmes et enfants qui sont obligés de fuir leur pays pour insécurité. 350 pages pour faire le point sur les droits humains. Amnesty International a présenté son rapport annuel à la presse mercredi. Un rapport qui s'intéresse particulièrement aux réfugiés et aux migrants. Leur situation semble empirer, faute d'une prise en charge internationale du dossier. Les voisins d'un pays en crise sont souvent dépassés. Il n'est pas rare de voir des frontières qui se ferment, le fait d'empêcher de venir de nouveaux réfugiés, voire de les expulser, de les refouler vers des pays où leur vie est en danger et monter la xénophobie, voire les actes de violence. La planète compte actuellement 15 millions de réfugiés. En 2012, l'Afrique a été le théâtre de plusieurs crises majeures, au Mali, au Soudan, en Centrafrique. Amnesty International pointe plus particulièrement la situation des femmes, devenues de véritables proies pour les hommes en armes, qu'ils soient rebelles ou soldats. En République démocratique du Congo, l'émergence du mouvement du M23 a aggravé une situation déjà intolérable. Les Maliennes ont également chèrement payé l'occupation du Nord par les islamistes. Aujourd'hui, c'est au tour des populations arabes d'avoir peur.
Il y a des rumeurs, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont disparu juste après la reprise de Tombouctou, de Gao par les troupes françaises et maliennes. Et c'est vrai que dans l'armée malienne, il y a eu une volonté de reconquête, mais aussi de vengeance. Et l'impunité dont bénéficient les troupes maliennes est très inquiétante. Un signe de plus de l'instabilité qui perdure au Mali. Les 200 000 personnes réfugiées dans les pays voisins hésitent à rentrer au pays. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire mène une lutte farouche contre la poliomyélite. Alors les campagnes de vaccination contre cette maladie invalidante se multiplient à travers toutes les contrées et du pays. Et malgré cet acharnement, on enregistre toujours des cas de polio sur le terrain. Qu'en pensent les bailleurs de fonds, ceux-là même qui financent ces campagnes? Vont-ils continuer de financer ces nombreuses campagnes? Eh bien, nous en parlons dans l'interview de la rédaction. Mais avant, suivons le début de toute cette lutte menée par les partenaires au développement. Tous les ans, plus de 10 millions d'enfants meurent avant d'atteindre leur 5e anniversaire. 2,5 millions d'entre eux succombent à des maladies qui auraient pu être évitées par la vaccination. En 1988, plus de 350 000 enfants étaient paralysés chaque année, faute d'avoir été vaccinés contre la poliomyélite. Depuis 1988, l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio a été lancée, et cela sous l'égide des gouvernements nationaux, de l'OMS, du Rotary International, du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies et de l'UNICEF. Une initiative réussie puisque l'incidence de la polio a été réduite de plus de 99%. Aujourd'hui, seuls 4 pays demeurent endémiques, à savoir le Nigeria, l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan. En Afrique, la mobilisation est de mise pour lutter contre cette maladie invalidante. En 1996, le sommet des chefs d'État porte sur l'éradication de la poliomyélite en Afrique. Les journées nationales de vaccination contre la polio sont ainsi adoptées. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce vent de mobilisation où tout est mis en œuvre pour tracer des plans et des stratégies tout en planifiant les ressources humaines, tant en vaccins qu'en moyens logistiques. Des moyens nécessaires pour la vaccination de tous les enfants de 0 à 5 ans contre la polio. Et depuis, les journées nationales de vaccination se succèdent avec des taux de couverture mitigés, la courbe sans cesse mobile. Par exemple, cette année, on déclare 0 cas de polio et l'année suivante, des cas de polio enregistrés. Stoppons la polio, slogan du Rotary International, est encore loin d'être une réalité. L'OMS a déclaré 2012 année d'urgence mondiale de lutte contre la polio. En somme, tout un engagement humain et financier qui a du mal à donner le coup de grâce à la polio. La lutte inlassable menée contre la polio, notre invitée est la présidente de la Commission nationale Polio Plus du Rotary International. Il s'agit de la maman polio, Marie-Irène Richemont-Awa, qui est aussi gouverneure nominée du district 9100 du Rotary International. Bonsoir, Madame Richemont. Bonsoir, Madame Fofana, et merci de nous avoir invités. On fait notre travail. Dites-nous, pourquoi cette course effrénée contre la polio? Tout simplement parce que les Rotariens y croient fermement. Les Rotariens et tous les partenaires engagés dans cette initiative, à savoir l'OMS, les centres américains de contrôle et de prévention de maladies et l'UNICEF. Nous y croyons tellement que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Voyez-vous, nous revenons de très loin. Lorsque les premières campagnes de vaccination ont été organisées par le Rotary International en 1979 aux Philippines, la polio frappait 1000 personnes par jour. Vous avez bien entendu, oui. 1000 personnes par jour. Et devant cette tragédie, le Rotary International a entrepris d'organiser pendant 5 ans, avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé, une campagne massive de vaccination contre la poliomyélite. Et devant les résultats éclatants de cette initiative, le conseil d'administration du Rotary a décidé d'en faire une activité prioritaire. Oui, vous avez dit que ça touchait 1000 enfants par jour, mais on pourrait dire que les cas de décès liés à la polio sont rares, alors que quand même il y a d'autres maladies qui sont rapidement mortelles. Donc on se pose cette question, pourquoi le choix de se donner corps et âme à la polio? Tout simplement parce qu'un vaccin existe. Et nous prions Dieu pour qu'un vaccin soit rapidement trouvé, que Dieu inspire les chercheurs pour trouver un vaccin contre le sida. Le vaccin, il existe
il s'avère très efficace. Des partenaires sont mobilisés. La volonté politique existe. Alors, nous ne pouvons que réussir. Oui, mais on se rend compte, hein, malgré ce bénévolat, on pourrait l'appeler ainsi, on enregistre toujours des cas de polio. Pourquoi? À cause des migrations des populations, Madame Fofana. Mais nous revenons de très loin. Regarde, considérez le chemin que nous avons parcouru. Oui, mais s'il y a un enfant qui n'a pas été vacciné, qui a la 200 enfants sont menacés. Voilà. 200 enfants sont menacés, d'où l'importance, d'où la pertinence des campagnes de vaccination pour accéder aux enfants et les vacciner contre cette maladie invalidante qui peut même s'avérer mortelle. Voyez-vous, il y a les migrations des populations. Il y a des campements aussi qui sont inaccessibles. Qu'est-ce que vous faites, vos bailleurs de fonds? Les vaccinateurs... Une voiture ne peut pas y accéder, ni les vélos, ni les motos. Alors donc, il faut faire ça à pied. Donc. Il faut le faire à pied, mais croyez-nous, aujourd'hui, nous mettons à la disposition, le Rotary International et les partenaires, mettons à la disposition du gouvernement ivoirien, parce qu'il faut le rappeler, ces journées nationales de vaccination sont organisées à l'initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et nous, partenaires, nous sommes très honorés de pouvoir appuyer les efforts du gouvernement. Vous, Rotary, qu'est-ce que vous apportez? La mobilisation sociale, des articles de mobilisation sociale. Pendant très longtemps, lorsque les journées nationales de vaccination ont démarré, ont commencé, en 1997, le Rotary International a financé l'achat des vaccins, équipé la chaîne de froid à l'Institut d'hygiène publique. Aujourd'hui, nous privilégions la surveillance épidémiologique ainsi que les coûts liés, les coûts opérationnels. Ça doit coûter cher quand même financer ça toutes coûte ces très nombreuses cher. campagnes depuis une décennie et bon, chaque année. Mais quand parce même. que nous y croyons, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Les résultats sont encourageants. De 350 000 cas de polio en 1988, au 31 décembre 2012, on a détecté que 223 cas. Et à ce jour, aujourd'hui, 23 mai, l'on a signalé 33 cas de polio, dont 22 au Nigeria, 8 au Pakistan et... il y a l'Inde aussi qui a réussi à éliminer. L'Inde ne fait plus partie des pays endémiques. Vous voyez, l'Inde a été retirée de la liste des pays endémiques l'année dernière. Il y a cela un an. Ce qui veut dire, ce qui traduit vraiment les performances qui ont été enregistrées par les partenaires, par les pays et les partenaires engagés dans cette initiative. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore réussi, on pourrait dire, à donner le coup de grâce à la polio. Est-ce que, bon, vos partenaires, vos bailleurs de fonds qui financez à longueur de journée, est-ce que par moment, ça ne vous pousse pas un peu au découragement? Non, pas du tout. Vous savez que le découragement constitue un virus plus dangereux que le virus de la polio. Lorsqu'on considère le chemin que nous avons parcouru, nous revenons de très loin. De 125 pays endémiques en 1988, aujourd'hui, on n'en dénombre que 3. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le Pakistan, l'Afghanistan et à côté de nous, le Nigeria. 3 continents sont certifiés indemnes de polio. Les Amériques en 1994 déjà. En 1997, l'Asie avec la Chine. Et en 2000, l'Europe qui a été certifiée, le continent européen qui a été certifié libre de polio. Donc tout à l'heure, le Pacifique avec la Chine, pardon. Il ne reste aujourd'hui que l'Afrique et l'Asie. Mais l'Asie du Sud, le sous-continent sud-est de l'Asie constitue un réservoir de poliomyélite, avec évidemment le Nigeria qui est à nos portes. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. En Afrique, il y a toujours la polio. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment éradiquer la polio du continent? Il est urgent, il apparaît urgent de renforcer le programme élargi de vaccination. C'est la première condition. Ce qui veut dire que lorsque les enfants naissent, ils reçoivent les doses de polio orale. La vaccination de routine. La vaccination de routine. Il est impérieux que la vaccination de routine soit
bien faites. Pourtant, c'est gratuit. C'est gratuit, mais pour diverses raisons, les parents, les mamans surtout, n'emmènent pas les enfants se faire vacciner. Il est impérieux également que des actions vigoureuses, des campagnes massives vigoureuses soient organisées en termes de riposte lorsque une épidémie éclate, sévit dans un pays. C'est un peu ça, les journées nationales les journées de vaccination qui sont en fait une occasion où les enfants reçoivent le vaccin de façon supplémentaire. Déjà, rendez-vous demain. Demain, du 24 au 27. Une énième campagne. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La vaccination reste la solution la plus efficace, la seule en fait. Et trop de doses. C'est préventif. Trop de doses? Non, quel que soit l'état vaccinal de l'enfant, l'enfant peut recevoir autant de vaccins. Autant de vaccins, ce n'est pas du tout nocif, c'est gratuit, ça ne donne pas la fièvre. Et surtout, la polio ne rend pas les jeunes filles stériles. Ouais. Voyez-vous, nous y croyons et nous sommes déterminés, notre organisation, le Rotary International, est déterminée à soutenir le gouvernement ivoirien jusqu'à ce que le virus de la polio soit traqué et éliminé, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais également d'Afrique et partant du monde entier. Mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous sauvons des vies. Il y a déjà, je dirais, presque 7 ans, vous disiez, ah, on a fini. Mais vous savez, il y a des contraintes. On dit 0 cas. Il y a des contraintes, d'origine diverses. Oui. Le plus important, c'est de les surmonter et d'accorder une attention soutenue aux pays les plus vulnérables. Mais il faut croire en l'éradication. Nous y croyons fermement. Déjà en Côte d'Ivoire. Les Rotariens croient ce en quoi ils croient. Ils font ce en quoi ils croient. Et les avancées sont remarquables. Madame Fofana, regardez, les avancées sont remarquables. Regardez tous ces enfants, 2 milliards d'enfants dans le monde efficacement protégés contre la polio. Voyez-vous? Et nous sommes, vous savez, c'est comme une course. Hein? Oui. Les derniers mètres sont les plus difficiles à franchir. C'est cela, la course contre l'éradication de la polio, qui est engagée et nous allons remporter une victoire historique. Les enjeux sont tellement importants. Oui. Les enjeux sont tellement importants. Alors, nous appelons chacun à s'engager pleinement en faveur de cet impératif moral et historique. Et nous allons gagner la victoire contre la polio. Les chiffres sont frappants et nous y croyons. Nous y mettons les moyens nécessaires. Et le déficit de financement, nous, les Rotariens, par la collecte de fonds, par le plaidoyer, par la sensibilisation, par la mobilisation, arrivent avec les fondations qui nous soutiennent également, la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Ted Turner. Nous arrivons à combler ces déficits. Donc à vous écouter, à vous entendre, c'est sûr, il n'y a pas d'inquiétude. Les campagnes de vaccination seront toujours financées. L'inquiétude réside dans le fait que les parents refusent d'ouvrir leurs portes aux vaccinateurs. Sinon, question à Jean, pas de problème. Nous sommes engagés et nous nous mobilisons à trouver les fonds nécessaires pour atteindre cet objectif qui nous tient à cœur. Merci Maman Polio, Marie-Irène Richemont-Awa. Merci d'être en tout cas venue nous parler de ces différentes campagnes de vaccination contre la polio qui sont menées, nous parler d'espoir. C'est sûr que côté argent, il n'y a pas de problème. Vous, bailleurs de fonds, avec l'UNICEF, l'OMS, vous allez continuer de financer les campagnes de vaccination et je pense que c'est pour le bien des enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et merci à vous qui faites connaître nos succès et qui soulignez avec pertinence demain à Bingerville pour le lancement. Les difficultés qui restent à surmonter. Nous y arrivons tous ensemble pour le bien-être de nos enfants. Donc, rendez-vous à Bingerville pour le top départ officiel des Journées nationales de vaccination contre la polio. C'est rendez-vous demain, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, le dernier Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur RTI2.